toujours eu des luttes de pouvoir, des luttes de clans, des luttes de personnes. Je crois qu'il est très difficile de schématiser, de dire qui est qui sur quelle idéologie. Mais disons que dans les années 60, la grande trouvaille idéologique, c'était la révolution. Le mot révolution était à la mode et je dirais que cette extraordinaire épopée du peuple algérien a contribué d'une manière décisive à montrer que rien n'est fatal. Si on a vécu le colonialisme qui avait ses forces économiques, militaires, diplomatiques et politiques, rien ne pouvait nous empêcher d'arriver à bout des obstacles de sous-développement. Donc le mot révolution. Mais le mot révolution était tellement vague que chacun l'interprétait à sa manière. Et c'est là, je crois, qu'on peut trouver quelques lignes de clivage. Certains dirigeants étaient plutôt portés vers un type de régime nassérien. Prenez l'armée, prenez le mukhabarat et vous aurez le pays. Et je dois dire que, personnellement, je m'inscrivais dans le courant démocratique. C'est tout ce que je peux dire. Et qu'en 62, lorsque je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment rien à faire, hein, je vous confierai que je suis allé jusqu'à voir Nasser. Ben Khedda était au Caire. Nous avons fait ensemble la conférence de Casablanca. Je lui ai dit, Ben Khedda, il faut que j'aille voir Nasser. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, Excellence, si jamais l'Algérie connaît une crise, c'est comme si le barrage, un immense barrage cédait, personne ne pourra plus contrôler la situation. Ni vous, ni Ben Bella, ni personne. Je lui dis donc, refaisons le gouvernement si c'est nécessaire. Moi, je soutiens Ben Bella. Envoyez, prenez vos responsabilités, envoyez vos seconds pour mettre sur pied un gouvernement, aider à mettre sur pied un gouvernement d'unité, mais pas de crise. Je suis arrivé à le convaincre. Et j'ai fait un télégramme au nom de Ben Khedda pour ramener tous les dirigeants algériens qui étaient partis d'un côté comme de l'autre. Un faux télégramme, je le dis, je lui ai peut-être, je le lui ai dit à l'époque, mais je peux le... j'ai des témoins qui ont envoyé ce télégramme, disons, découverte, complot international, vue, partition de l'Algérie, prière à convoquer tous les membres du GPRA pour une réunion à Tunis. Ce télégramme en provenance du Caire, j'étais persuadé qu'il aura toute la masdaqiya, la crédibilité. Les gens vont se dire, puisque c'est au Caire qu'on parle de partition, l'Algérie est menacée, les gens vont revenir. Effectivement, la plupart des membres du GPRA sont revenus. Et le colonel Nasser a envoyé à l'époque son premier ministre. En fait, on était sur le point de régler le problème. Et puis, c'est reparti de nouveau. Il y a eu des démissions et c'est reparti de nouveau. Alors, je dirais, en ce qui me concerne, en 82, après avoir fait une tentative, une dernière tentative auprès de Ben Khedda, qui était en 62, excusez-moi, vous voyez, je n'ai pas encore quitté cette... Saïd Aït Ahmed. Saïd Aït Ahmed. Non, je m'excuse. Commentateur de la révolution algérienne. لا لا زميل بخوت لحظة سيد أيت أحمد. Je réponds à la question, il vous appartient de dire c'est... طبعا لا سيد أيت أحمد نحن الآن حتى لا نبقى حتى لا نأخذ كل وقت الحصة مع الجانب التاريخي. نتيجة هذه الأزمة التي كانت في صميم الحكم نتيجتها هي إنشاء جبهة القوى الاشتراكية على مستواكم. لماذا جبهة القوى الاشتراكية؟ هذا السؤال نطرحه اليوم. يعني ندخل في الجانب السياسي لهذه الجبهة، جبهة القوى الاشتراكية. لماذا هذا الاسم جبهة القوى الاشتراكية؟ كنت أؤمن كما سائر الثوار في ذلك الوقت أن لا مفر من الاشتراكية إذا كنا أردنا أن ننهض ببلادنا. ولكن الميزة اللي امتازت به الجبهة القوى الاشتراكية هي الديمقراطية.
جميع الخطب اللي عملتها في مجلس التأسيسي يدل على أنني كنت متعلق بحرية الصحافة، بالتعددية. كنت الوحيد اللي نددت بحل الحزب الشيوعي. في ذلك الوقت طبعا كذلك كان من الصعب لأي معارضة أن تتأسس بدون ما يوجه لها اتهامات يمنية، اتهامات يعني اتصالات بالبرجوازية العالمية وبالإمبريالية. ولهذا كنا نعتقد، وكان اعتقادنا ولا يزال اعتقادنا كذلك، أن الرأسمالية الوحشية ما تقدر تنهض ببلاد، وأن الاشتراكية ما يمكن أن تنجح بدون التجنيد الذاتي للشعب. كنتم تقولون السيد أيد حمد أنكم كنتم تؤمنون بأن الاشتراكية هي المخرج الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وثانيا تقولون أيضا أن جبهة القوى الاشتراكية تقدم البديل كاشتراكية ولكن مع إيمانها بالديمقراطية. نعم. هل معنى هذا أنكم اليوم لا تؤمنون بهذا الحل الاشتراكي؟ وهل معنى هذا أن هناك تناقض بين الاشتراكية والديمقراطية بما أنكم تقولون ولكن؟ في ذلك الوقت تعددت اختيارات الاشتراكية في العالم الثالث، فامتيازتنا أن ما كنا نفصل بين الديمقراطية والاشتراكية، بالعكس كنا نعتقد أن الأساس هو الديمقراطية، والديمقراطية السياسية كان الشرط الأول لإيجاد العدالة الاجتماعية. فما تغير منهجنا في ذلك الصدد، في هذا الصدد. نتحدث اليوم. نعم. السيد حسين أيد حمد، فيما يخص دائما مصطلح الاشتراكية، جبهة القوى الاشتراكية، أنا أتساءل أية اشتراكية ولصالح أية فئة، خاصة وأن مصطلح الاشتراكية وتطبيقاتها أصبحت اليوم مرتبطة بمساوئ كثيرة، من بين هذه المساوئ حتى سيلان الدم. وسمعت منذ لحظة أنكم استعملتم مصطلح الرأسمالية المتوحشة، فكثرة المصطلحات، الرأسمالية المتوحشة، الاشتراكية المتوحشة، يعني أعتقد باللي هذا المواطن لا يتقبل كثير من هذه المصطلحات، كل مرة نعطيه مصطلح جديد مع تطبيقات سيئة. ما رأيكم في هذا؟ رأيي أن الديمقراطية هي أساس لإيجاد تنمية جديدة، تشييد جديد للجزائر. ونعتقد أنه من واجبي أن ننذر الجزائريين والجزائريات على المشاكل اللي يمكن تنجم من اتخاذ منهج رأسمالي وحشي، يعني الذي لا يراعي العدالة الاجتماعية ولا يراعي الحالة التعيسة، البطالة وعدم السكان التي تخبط فيه الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري. في نفس السؤال هذا ما كملتش. Ouvrière et paysanne, il y a quelques années, dans les années 60. Oui. À l'époque, en 63, 62, etc. Mais là, dans votre discours, on a l'impression que vous avez complètement basculé de l'autre côté, que vous êtes... Je n'ai vraiment pas changé. Je n'ai vraiment pas changé. Je crois qu'il n'y a que des hommes stupides qui ne changent pas entre nous, hein. Mais les circonstances ont changé. Lorsque j'ai proposé 2 lois cadres à l'Assemblée nationale constituante, l'une portant sur l'autogestion ouvrière et paysanne et l'autre portant sur le mouvement coopératif. Ces lois cadres n'ont jamais été discutées, elles n'ont jamais été rapportées. Le but, en déposant ces lois cadres, c'est de provoquer un débat à l'échelle nationale, c'est de provoquer une décantation dans les esprits, voire une espèce de clarification dans le personnel politique. Alors, malheureusement,
les conditions dans lesquelles l'autogestion a été appliquée, je dirais, l'orientation prise par le pouvoir était en conflit, en contradiction flagrante avec l'autogestion ouvrière aux paysans. C'est-à-dire que la dictature ne peut pas aller avec l'autogestion ouvrière. Aujourd'hui, 25 ans d'une gestion antidémocratique qui a multiplié les désastres. Je ne nie pas que des résultats sont là, positifs, mais en gros, étant donné la croissance démographique, il y a des désastres qui sont en face de nous. Il est évident qu'il faut voir les réalités en face et faire précisément preuve d'imagination, de créativité pour essayer, entre les crocodiles staliniens autoritaires et les loups libéraux, de trouver des voies et moyens qui permettent à ce peuple de se relever, de se saisir, de se responsabiliser, tout en évitant de passer d'une extrême à l'autre.